Découvrons maintenant un autre visage de la guerre en Ukraine, celui de la vie quotidienne de jeunes Ukrainiens. Un si long mois de février, histoire intime de la guerre en Ukraine, publié aux éditions Plein Jour, et le deuxième roman de Clara Marchot, correspondante à Kiev pour différents médias. Bonjour, merci d'être avec nous. Le 24 février 2022 date du début de la guerre en Ukraine. Vous viviez déjà à Kiev depuis un an. Ça a été le choc, la sidération. Beaucoup d'Ukrainiens disaient ça n'arrivera pas, la guerre est impossible. Oui, je pense que comme beaucoup d'Ukrainiens et même moi-même, je pensais que la guerre était, en tout cas, la guerre à grande échelle était impossible parce que la guerre a quand même commencé en 2014, mais une invasion par les airs, par la mer. Je me rappelle écrire des reportages en pensant que c'était un scénario qui était fantaisiste en fait, disons. Et comme beaucoup d'Ukrainiens pensaient de la même façon, même si on se préparait sans trop y croire. Et vous, personnellement, comment avez-vous vécu ce 24 février 2022 de l'intérieur ? En fait, je me suis réveillée un peu comme beaucoup d'Ukrainiens. J'étais en reportage à Kharkiv, donc c'est à 30 km de la frontière. Et je me suis réveillée le 24 février, il y a 2 ans, avec le bruit des bombardements, en me demandant ce qui se passait. Et tout de suite, en fait, il faut... continuer de travailler, mais aussi fuir et puis survivre tout simplement. Donc je suis partie à Kiev, j'ai continué à travailler à Kiev et puis ensuite à Lviv, à l'ouest du pays, avant de revenir chez moi à Kiev. Et donc à partir de cette date-là, vous êtes devenue correspondante de guerre. Sur le plan professionnel, qu'est-ce que cela a changé dans votre manière de travailler ? En fait, je me présente pas comme correspondante de guerre parce que disons que je couvre l'Ukraine d'abord et la guerre ensuite. C'est malheureusement ce qui s'est passé. Je pense que ça change. En tant que journaliste, ça change pas forcément notre manière de travailler, mais ça donne beaucoup de complications. Bon, déjà des questions de sécurité qu'il faut gérer au quotidien, mais c'est aussi c'est beaucoup plus compliqué en fait en temps de guerre de comprendre la vérité, de savoir ce qui s'est vraiment passé. En fait, ça m'arrive. J'ai beaucoup couvert les crimes de guerre. Je suis beaucoup allée dans des villages libérés après la libération, dans la région de Kiev, de Kharkiv, de Kherson. Et en fait, que vous arrivez dans un village et vous devez essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois d'occupation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Travailler un peu d'un travail de journaliste, comment dire, à l'ancienne, disons, pour comprendre ce qui s'est passé. Donc vous êtes rendu dans différentes régions, également à Mariupol ? Oui, je pense que c'est la couverture qui m'a, ou en tout cas le travail qui m'a le plus marqué, parce que j'étais à Mariupol juste avant l'invasion à grande échelle, donc autour du 21 février. J'ai rencontré des gens qui justement avaient travaillé pour donner un nouveau visage à leur ville. C'est une ville qui s'était énormément développée depuis le début de la guerre en 2014, et même si la ligne de front était seulement à 10 km. Et en fait, j'ai suivi ces personnages. Je raconte d'ailleurs leur histoire dans le livre, mais ces personnes qui habitaient, qui justement étaient, comme vous et moi, travaillaient et vivaient à Mariupol et se sont retrouvées à devoir vivre la vie, à vivre un siège, en fait. Et justement, donc ils continuent de vivre, mais comment se sont-ils adaptés ? Est-ce qu'à un moment, on arrête d'avoir peur ? Je pense qu'on n'arrête pas d'avoir peur, mais c'est vrai que je le vois et c'est ce que je raconte aussi dans le livre, parce que j'ai essayé de comprendre en fait comment les émotions changent pendant la guerre, c'est-à-dire comment les relations amoureuses, comment la haine en fait, la haine de l'ennemi, parfois la haine des ennemis intérieurs qu'on se crée un peu, change. Et la peur, par exemple, la peur, disons, ne change pas, mais je pense que la vision de la violence, c'est-à-dire que dans la société ukrainienne, il y a un peu une adaptation à cette vie quotidienne où la violence est très présente, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des bombardements, même si vous habitez à Kiev, il peut y avoir des bombardements assez régulièrement, et puis à 2 minutes de chez vous en fait, donc vous êtes constamment en train de vous adapter avec cette incertitude, cette violence du quotidien, et c'est ça aussi que je raconte, c'est comment on vit avec en fait, comment on vit avec la guerre. Et au milieu de la guerre, qu'est-ce qui fait qu'on tient ? À quoi se rattache-t-on ? C'est ce que j'ai demandé beaucoup aux personnes que j'ai interviewées pour le livre, enfin que je fais parler, et beaucoup je leur demandais qu'est-ce qui vous fait tenir en fait, qu'est-ce qui vous fait continuer. Il y a aussi ce choix-là.
je le raconte aussi à travers les histoires de mes amis, parce que certains de mes amis, tout d'un coup, vous habitez dans une ville et puis vos amis deviennent réfugiés en Allemagne, en Slovaquie, certains vont au front. Comment vous prenez la décision de continuer, parfois de vous engager ou pas. Et en fait, pour beaucoup m'ont dit que aujourd'hui, ils continuent en fait de s'engager parce qu'ils n'ont pas d'autre choix en fait après tout ce qui s'est passé, après en fait la violence que la Russie a imposée avec cette invasion, les crimes de guerre. En fait, c'est impensable. C'est une question de survie, c'est-à-dire que c'est impensable d'arrêter de lutter parce que sinon l'occupation en fait c'est synonyme c'est une épée de Damoclès avec laquelle les Ukrainiens vivent au-dessus de leur tête en fait, c'est-à-dire cette peur de demain être occupés et donc de mourir.